Nous parlons ce soir de la Journée mondiale des droits de l'homme et pour en parler, nous recevons pour vous Miguel Cueto, spécialiste en droits humains. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je vais bien, merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, Landry Adelacon partage également ce plateau avec nous ce soir, activiste des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs de ETélé. Quel est l'état des droits de l'homme, on pourrait le dire, sur le continent africain? Quand on balaie du regard le continent africain aujourd'hui, l'on se rend compte qu'en Libye, par exemple, beaucoup de personnes sont victimes de la traite. Beaucoup de personnes sont en captivité, en violation, évidemment, de leurs droits. Quand on regarde dans d'autres pays, tels que le Cameroun, tels que le Bénin, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Togo récemment, il y a quelques jours, on se rend compte que les droits humains aujourd'hui sont plus que jamais mis à mal. Du chemin a été fait, c'est vrai, mais quand on observe ce qui se passe ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, on se rend compte que les gens sont en train de changer de méthode et que les violations sont de plus en plus massives. Elles sont masquées peut-être, les moyens de ces violations-là sont peut-être déguisés, mais les droits humains, à mon sens, sont très mal en point sur le continent africain. Vous avez la même appréhension? Mais vous savez, il y a des choses sur lesquelles les conceptions ne varient ou ne doivent pas varier à partir du moment où vous êtes dans la même posture. Et si j'étais peut-être un homme politique, peut-être que j'aurais une interprétation différente. Et donc, il faut constater que ce qui est là, c'est évident. Elle a donné des cas précis, des exemples concrets. Et donc, quand on prend le cas du Cameroun et avec les sécessionnistes, vous voyez ce qui se passe. Quand on prend même le cas du Nigeria avec la secte islamique Boko Haram, mais au-delà, les questions, bon, les politiques également. Quand on revient tout près au Togo, vous avez vu la répression des manifestations, tout et tout. Et également, quand on repart peut-être au Rwanda, qui, bon, voilà, le Rwanda, quand on parle du Rwanda, il faut un peu sourire, qui n'est pas un exemple en ce qui concerne les droits civils et politiques. Et peut-être qu'ils ont fait un boom économique. Bah, voilà, elle a donné également l'exemple de la Libye, qui est également un cas, malheureusement un cas triste également. Et donc on revient également au Mali, un peu partout sur le continent africain, il faut dire qu'il y a des menaces. Il y a des menaces, les droits humains sont suffisamment éprouvés. Et donc c'est un bilan, je dirais, un bilan mitigé en ce qui concerne les efforts, en ce qui concerne les droits de l'homme. Et donc je suis en phase avec elle. Et quand on parle quand même de droits humains, on est en passe, puisque nous parlons un peu de l'Afrique, l'accès à l'eau potable, l'accès à un certain nombre de priorités, de besoins, véritablement. Il y a eu tout de même des avancées à un certain niveau. Eh bien, vous savez, tant que l'on vit et que l'on est sur Terre, on pose des actes. Et l'on ne peut pas poser rien que des actes négatifs. Vous savez, même peu importe la personne qui est en face de vous, c'est que la personne, à un moment donné, pose des actes positifs et négatifs. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quel est le pourcentage du négatif dans les actes que vous posez. Et donc, parler de la question de l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation et autres, effectivement, nous sommes d'accord, ce sont des droits socio-économiques et culturels. Et heureusement qu'elle est en face de moi, elle s'intéresse plus à ces questions. Et donc, vous savez, les droits humains, ce ne sont pas seulement les droits civils et politiques ou carrément les droits économiques, socio-culturels, mais c'est le tout. Et c'est le tout. Et donc, l'analyse à faire prend les droits humains dans leur globalité, non un pan des droits humains, parce que les droits humains sont universels, indissociables, inaliénables, imprescriptibles, interdépendants. Est-ce que vous voyez? Et donc, on prend le tout pour faire l'analyse. C'est pour cela que j'ai donné, par exemple, en parlant du Rwanda, j'ai dit que le Rwanda a peut-être fait un boom économique, mais en ce qui concerne les DCP, les droits civils et politiques, le Rwanda n'est pas un exemple. Et donc, est-ce que nous allons dire que cet État respecte les droits humains parce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'on devrait avoir, par exemple, en termes de droits humains, il devrait avoir une priorité, des priorités en termes de respect vis-à-vis des populations, par exemple, qui demandent, par exemple, de l'eau potable, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, à la santé, un certain nombre de choses, par exemple. Alors, le principe est qu'il n'y a pas de priorité quand on parle des droits humains. Tous les droits s'équivalent. Tous les droits sont importants les uns que les autres.
Mais dans l'analyse, on peut se rendre compte que le gars qui ne mange pas, il lui est difficile d'aller à l'école. On peut se rendre compte que de ce que la famille qui n'a pas un toit, qui n'a pas où dormir, et cette famille-là aura du mal à aller accomplir son devoir civique. Par exemple, pour dire que oui, les droits humains sont interdépendants, ils sont inaliénables, ils sont indissociables et qu'il n'y a pas de priorisation. Mais le bon sens de nos dirigeants doit pouvoir les amener à savoir que la satisfaction d'un droit induit la satisfaction de milliers d'autres droits. Ce qui veut dire simplement que quand vous donnez à manger, vous faites en sorte que dans le pays, et là je veux bien rester au Bénin puisque c'est de cela qu'il s'agit, quand vous permettez aux citoyens de manger à leur faim, ils seront à même d'investir leur temps, leur énergie, ils seront à même de respecter leur propre faim, d'accomplir leur devoir. Parce que Gandhi l'a dit, il n'y a de meilleurs droits que l'on ne puisse avoir ou dont l'on ne puisse jouir qu'en accomplissant ses devoirs. Mais comment accomplir ses devoirs dans un État qui, ma foi, parfois n'a que faire de vous, dans un État qui ne se soucie pratiquement pas de vous? Parce que je vais ouvrir une brèche pour vous rappeler, parce que j'imagine que vous savez de quoi je vais parler. Quand un Français ou quand un Américain est au Bénin, qu'il lui arrive quelque chose, ou qu'on touche à un seul de ses cheveux, vous voyez la manière dont l'État français ou l'État américain s'empresse d'aller secourir cette personne? Avez-vous l'impression que le Béninois que nous sommes, ou que les Béninois et Béninoises que nous sommes, nous bénéficions de ce même empressement de la part de l'État du Bénin? Est-ce que ce n'est pas le propre, on pourrait dire, des pays africains? Parce que, voilà. Pourquoi allons-nous nous comparer aux États qui font ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas à promouvoir? Nous voulons ce qui est bien. Nous voulons que notre État, l'État bénin, puisse s'aligner au rang de ceux qui mettent l'individu, le citoyen au cœur du développement. Parce que sans le citoyen, on ne peut pas développer un pays. On a beau construire les infrastructures, c'est le citoyen qui va les utiliser. Si ce citoyen n'est pas bien, s'il n'est pas à l'aise, s'il n'arrive pas à aller aux soins quand il est malade, s'il n'a pas les moyens, les bases en matière de subsistance. Aujourd'hui au Bénin, en 2018, est-ce que là, on n'est pas en train, et on n'est toujours pas dans cette posture de priorité de droits humains, parce que vous revenez toujours sur les droits socioculturels. Non, en fait, elle n'est pas en train de prioriser certains droits pour d'autres. Elle a dit que c'est la priorité parfois s'impose. En fait, ce qu'elle dit, c'est que si nous sommes sur ce plateau, c'est parce que nous avons de l'énergie, et pour avoir de l'énergie, il faut avoir mangé, et puis après, il y a eu la liberté d'aller et de venir. Est-ce que vous voyez? C'est cela qui a permis que nous sommes là. Donc, c'est ce qu'elle essaie un peu d'expliquer. En parlant de... Elle n'a pas dit non, les droits économiques d'abord, non. Puisque c'est la conception que certains États ont. Et c'est ce qui est dangereux. On pense que le développement est une question de développement économique. On pense que le développement, c'est une question de réalisation des infrastructures. Parce qu'elle a dit, le capital humain. Quand vous avez fini de construire, quand vous avez fini de réaliser, mais c'est des citoyens maintenant qui s'en occupent. Alors, si ces gens-là ne sont pas bien entre eux, si les droits ne sont pas respectés, si l'éducation aux droits humains n'est pas respectée, et que le citoyen, pour un oui ou un non, trouve qu'il doit porter, je ne sais pas, il doit saccager le bien public. Est-ce que vous voyez? Il doit saccager le bien public, ou bien vous-même vous comportez mal. Vous comprenez que, je ne sais pas, il y aura une sorte de révolte qui va amener à ce que vous avez pris peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années, voire une trentaine pour construire. Tout cela va s'écrouler en un jour. C'est pour cela que nous disons le droit, et bon, les droits de l'homme ou bien le développement, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement un seul volet économique. Non, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit le développement. Donc, vous allez voir, même il y a une définition très avancée en ce qui concerne le développement. C'est la réalisation au même moment des questions de droits civils et politiques et au même moment des questions de droits socio-économiques et culturels. Et donc, ce n'est pas qu'on prend un pan et on réalise, on dit voilà, nous sommes un État développé. Elle a dit, elle a donné des exemples, elle a parlé de la France et autres. Donc, vous voyez des États du genre. Aujourd'hui, quand on prend la Turquie, on nous dira que la Turquie est un État de droit.
Bon, on dira que la Turquie respecte les droits humains, mais pourtant, la Turquie, Istanbul, quand on parle d'Istanbul, tout le monde sait que c'est une grande nation. Est-ce que vous voyez? Et donc, les questions de droits de l'homme, et elle a dit, nous, on n'a pas copié les mauvais exemples. Et donc, les exemples que nous, on a copiés, ce sont les bons exemples à partir du moment où nous faisons partie d'une communauté de principes et de valeurs. C'est un peu ce que la DDH nous a laissé. Et nous nous souvenons, nous nous souvenons de cette déclaration universelle des droits de l'homme chaque 10 décembre. Est-ce que vous avez l'impression que cela apporte quelque chose aux États? Honnêtement, je pense que oui. Parce que de 1948 à 2018, 70 ans se sont écoulés. Vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le document ou le texte le plus traduit au monde. Aujourd'hui, il existe en plus de 500 langues. Ouais. C'est la preuve que c'est un texte qui émeut à ce jour. Les principes qui sont établis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ont prévalu en 1948, ont prévalu il y a 10 ans et continuent de prévaloir. Et je pense que dans 50 ans, ces principes auront toujours droit de citer. Simplement parce que... Est-ce qu'on se l'approprie en tant que citoyen, en tant qu'État d'abord? C'est parce que justement on se l'approprie que les gens ont senti le besoin de le traduire dans différentes langues pour la rendre, cette déclaration accessible à une large, enfin, on va dire à des milliers de personnes à travers le monde. Et c'est à la limite, pour moi aujourd'hui, c'est plus que la Bible. C'est le fondement même de l'humanité, de l'humain que nous sommes. Et sans la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense que cette humanité qui nous caractérise ou qui devrait nous caractériser dans nos actes, dans nos propos, dans nos relations de tous les jours avec autrui, je pense que cette relation, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas encore au beau fixe. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, 70 ans après, pour moi demeure ce bébé-là. C'est ce joyau-là qu'il faut continuer à chérir. Parce que c'est le socle de tous les droits dont nous disposons en tant qu'êtres humains. Simplement parce que nous avons reçu la grâce du souffle. Simplement parce que nous avons vu le jour. Je pense que cette déclaration, elle mérite d'être célébrée encore et encore. Elle mérite d'être partagée. Le problème, justement, il faut parler de partage. Il y a des lois qui sont votées, il y a des tests, nous avons une législation plus ou moins favorable également. Mais moins connue des populations parce qu'il n'y a pas une certaine vulgarisation des tests votés, par exemple. Mais vous savez, c'est là où les États, bon, je ne sais pas si nous parlons du Bénin, de tous les États, mais c'est là où on dira que les États essaient un peu de contourner les choses. Parce que vous savez qu'il y a un postulat en droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, quand on est sérieux envers soi-même et qu'on sait qu'il y a un tel postulat, ce qu'on fait, c'est qu'on informe. On informe, on fait la vulgarisation. Et mieux, elle l'a dit, la DEDH pour nous, elle a été même déjà consacrée dès le préambule de notre constitution, la constitution de 1990. Et donc, le constituant béninois en 90 lui a donné une force. Est-ce que vous voyez déjà? Et elle l'a dit également, vous allez voir, la DEDH a donné naissance à deux pactes, ce que je disais depuis. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits socio-économiques et culturels. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau international, tout est bien ficelé. Et maintenant, quand on revient, on dit... Dans nos États. Oui, quand on dit maintenant, est-ce que les citoyens ont l'information? Mais l'article 40 de notre constitution est clair. L'article 40 parle de l'éducation aux droits humains. Il faut enseigner les droits et devoirs dans tous les lieux scolaires, ateliers, consorts et dans toutes les langues. Mieux, on est allé au niveau des articles 25 et 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On a posé les mêmes principes. Il faut enseigner. Mais regardez, de 90 à nos jours, aucun État, et ça ne concerne pas un seul régime, aucun État ne l'a fait. Aucun État. Donc vous voyez un peu qu'il y a peut-être un problème de sérieux, peut-être que les gens ne sont pas encore suffisamment prêts pour le faire. Parce que ce qu'il faut comprendre, quel est l'intérêt du politique à ce que son peuple ait l'information en ce qui concerne ses droits et devoirs? Vous voyez, ça devient un peu comme une bombe à retardement parce qu'on se dit que lorsque vous maîtrisez vos droits et devoirs, vous devenez peut-être pour le politique, pour le pouvoir, un danger. C'est un peu ça. La même question, vous finir. Oui, on a l'impression que nos dirigeants se disent que éveiller la conscience du peuple, c'est lui donner les armes pour se retourner contre ceux qui le dirigent. Et
Je pense que c'est le contraire. Parce que quand vous éveillez les gens, vous leur donnez la possibilité de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Vous leur donnez la possibilité ou la capacité de discernement. Vous leur permettez même de vous accompagner dans ce que vous faites, dans ce que vous posez comme acte dans le pays pour améliorer leurs conditions de vie. Et je pense que tant qu'on ne va pas permettre l'accès à l'information, il y aura toujours des remous. Et là-dessus, je vais ouvrir une brèche pour parler de la taxation des mots. On va, vous me permettrez d'en parler parce que le droit à l'information... Vous permettez, Miguel Cueto, on aura le temps d'y revenir amplement, je vous le promets. D'accord, je vous le promets. Aujourd'hui, on a décidé de parler des droits de l'homme, je vous le promets. Mais les droits de l'homme, on trouvera le créneau. L'accès à l'information, c'est un droit fondamental. Très bien, on trouvera le temps d'y revenir. Fondamentalement, le temps imparti à cette causerie, c'est vrai que c'est peu. On aura le temps d'y revenir véritablement, je vous le promets. Merci beaucoup à vous, Landry Adelacon, activiste des droits de l'homme. Merci beaucoup à vous, Miguel Cueto, spécialiste en droits humains, présidente par ailleurs de Human Rights Priority. Voilà, j'ai gardé tout de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin.